Le cours que je me propose de faire aujourd'hui, après les questions traditionnelles sur Sophie Porot-Delpech 1 et 2, la petite joie sociologique de la semaine, c'est un cours sur une histoire sociale de la vie psychique consciente. Attention. Et là-dessus, je veux m'appuyer sur un texte de Marcel Mauss qui s'appelle « Une catégorie de l'esprit humain, la notion de personne, celle de moi ». Alors, je voulais continuer le parcours avec Mauss. Je voulais choisir un des textes qui était à ma disposition. Il y en avait 3, sympathiques. Un texte sur l'effet de l'idée de mort suggérée par la collectivité sur l'individu. Un texte sur les techniques du corps. Et ce texte-là, donc la solution que j'ai prise, c'est de vous mettre en ligne une petite invitation à la lecture des techniques du corps. J'espère que vous la regarderez ou que vous l'avez regardée. Voilà. Je ne sais jamais, parce qu'il y a d'autres gens qui regardent en ligne. Alors quand il y a le chiffre suffisant pour que vous l'ayez regardé, je ne sais jamais si c'est vous. Ça m'énerve. Bon, voilà. Donc sur les techniques du corps, allez voir ça. La mort, on en dira un mot aujourd'hui. Et mais non, c'est pas triste. Vous faites tout de suite une tête d'enterrement quand je dis la mort. Mais ah non, ça n'a rien à voir. Ah, vous faites une tête d'enterrement. J'avais une tête de cul sans parler. C'était beaucoup plus digne dans ce cas-là de parler de la mort. La mort a-t-elle une tête de cul ? C'est une excellente question. Je vous remercie de ne pas me l'avoir posée. Merci de parler de l'idée. Merci de parler de l'idée. C'est bien. Mais chacun est payé pour ce qu'il sait faire. Bien. Alors, par le chien. Revenons sur Terre. Voilà. La question c'est comment est-ce que ce que je pense être moi, la façon dont je me perçois, mais surtout la façon dont je me pense, est construit socialement. Vous voyez, quand on lit sociologie et anthropologie, on a l'impression d'une plongée progressive et de plus en plus profonde dans l'intime. Alors je vais commencer par une petite introduction comme ça sur l'intime, puis sur ce que c'est que la notion de personne, ce que c'est que le moi. Et ensuite, je vous proposerai simplement de suivre le fil du texte de Marcel Mauss, c'est-à-dire de faire une histoire sociale de cette notion de personne et plus tard de celle de moi, vous le verrez. La notion de moi. Qu'est-ce que je dis quand je dis moi ? Qu'est-ce que je pense quand je pense moi ? Quand je dis moi, je... Alors, la première question qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant à l'évolution de ces notions de personne et de moi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en France, dans la société que je fréquente l'essentiel du temps, est-ce qu'aujourd'hui en France, on est dans un rapport particulier, excessif, nombriliste, distant, enfin comment caractériser à gros traits comme ça notre rapport à notre vie psychique consciente, et ce qui en ce sens relève de notre intimité. On a l'impression, par exemple, qu'on vit aujourd'hui, enfin j'ai eu cette impression dans une société où l'intime s'expose, sans retenue, sans pudeur. J'ai l'impression que c'est en quelque sorte un lieu commun. Or, rappelons-nous que Durkheim nous a bien dit d'éviter les prénotions et de nous en débarrasser avant de commencer une réflexion. Donc en guise d'introduction, voilà, je vous propose d'essayer de prendre un peu de distance par rapport au lieu commun qu'on peut avoir sur l'intimité. Bon. Alors je commencerai par là. Est-ce qu'aujourd'hui, mais particulièrement sur la place publique, notre intimité, notre moi, notre petite personne, est-ce que c'est quelque chose de commun ? Via les réseaux sociaux, ouais, pourquoi pas. Et alors, sur les réseaux sociaux, on met sa photo, souvent,
on expose certains de ses faits et gestes. En gros, on donne ses opinions et on produit des commentaires, on pourrait dire, sur la place publique. Est-ce que c'est réellement de l'intime qui est placé là? Je ne sais pas. La plupart du temps, il y a un sujet d'imputabilité qui est une part de la notion de personne, en ce sens que ce que vous écrivez, on peut vous l'imputer. Ça peut vous suivre. Et la façon dont on manipule votre réputation numérique, votre réputation en ligne, ça peut avoir des conséquences réelles, puisqu'on peut attribuer les images qu'on voit à vous. Bon. Et alors dites-moi, est-ce que par exemple, je sais pas moi, vos arrière-grands-parents, s'ils étaient en France ou dans un... Vous n'avez pas des pratiques de partage dans l'espace public de leur intimité qui n'existent plus aujourd'hui? Et je ne parle pas du bistrot. Ben, on allait à Confesse. Hein. On allait à Confesse, enfin beaucoup. D'ailleurs, si on remonte au 19e siècle ou au 18e, c'était une pratique extrêmement courante et dans laquelle chaque individu allait plus ou moins régulièrement, mais assez massivement, dire voilà, bah, écoutez, monsieur le curé, monsieur le prêtre, monseigneur, pardon. J'ai rêvé de ça, j'ai pensé à ça, j'ai eu tel désir, je suis travaillé par ça, etc. Ce qui va quand même beaucoup plus loin, en un sens, que ce qui est déployé sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas sur la place publique. Et pourtant, c'est mis en partage devant un tribunal qui prétend à une forme d'universalité. C'est dans l'espace privé du confessionnal, mais vous parlez aux serviteurs de Dieu. Mais ça, c'est... Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, si je puis me permettre d'exprimer. Ça, c'est dans la théorie de la chose, mais dans le réel, on ne parle pas à une personne. Vous avez absolument raison, je vous donne la parole dans un instant. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous pouvez visiter aujourd'hui des milliers et des milliers d'églises en France où il existe un outil pour divulguer son intimité. Mais à l'abri des regards, mais dans l'oreille de pas... mais dans des grandes oreilles, pardon, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, encore une fois. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que même si aujourd'hui il y a peut-être une pression sociale qui peut nous amener à divulguer une partie de notre intimité, c'est pas obligatoire, et lorsqu'on va chez un psy, c'est obligatoire. Alors qu'à l'époque, lorsqu'on allait à la confesse, en tout cas au début de l'implantation, disons, de la puissance religieuse, c'était obligatoire. Il était obligatoire dans chaque village d'aller à la confesse. Après, c'est devenu spontané, mais à l'origine, c'était obligatoire. La notion d'obligation est intéressante à ce sujet. Ça se passe environ au XIVe siècle. Et que se passe-t-il lors de... Alors, on rédige des manuels de confession, on en envoie dans toute l'Europe, avec des hiérarchies de crimes. On est là essentiellement pour... essayer de réagir à ces réformes contre réformes. On est dans cette période-là, quoi. Et effectivement, il y a un mouvement de déploiement assez violent. Et moi, ce qui m'intéresse dans cet objet-là, c'est que la plupart du temps, aujourd'hui, quand on défend notre intimité, c'est pas contre Facebook. On défend notre intimité, par exemple, contre l'État. Je lisais récemment, on va faire un titre électronique sécurisé, TES, dans lequel il va y avoir votre photo numérisée, vos empreintes digitales, la couleur des yeux, l'adresse physique et numérique, etc. Voilà. Ça fait tout un scandale sur la toile. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est à peu près la même chose. C'est le dépôt d'une part de soi dans un espace garanti par un pouvoir, et les choses qui seront déposées seront complètement différentes. Ce qui fait votre singularité, votre identité aux yeux de l'autorité est complètement différent. Ce que l'autorité prétend réguler est complètement différent. Dans un cas, c'est votre moi, dans l'autre, c'est votre comportement comme agent économique et technique. Et j'ai du mal à saisir, d'ailleurs, vraiment, l'irritation
que la construction de ces méga fichiers, méga dossiers peuvent produire. C'est de la connaissance numérique, mais c'est tellement éloigné du pouvoir que peut avoir par exemple un concierge ou un relais d'information dans un régime dictateur. On n'a pas besoin de ces technologies pour fliquer, pour connaître, pour etc., pour regarder la moindre pan de votre activité. Dans un État totalitaire, on va effectivement regarder si votre façon de faire la vaisselle sert la grande cause nationale du grand Manitou géant. Là, c'est en quelque sorte une vision presque purement mécaniste du sujet. Alors peut-être qu'en fait, moi je verrais bien une réaction comme ça, les gens sont jaloux. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien donner plus d'informations, dire mais attendez, vous regardez mes yeux, mais j'ai des très beaux genoux, et puis mes poils sous les aisselles ont un toucher particulier, et par ailleurs j'ai rêvé de ça la nuit dernière, et je parle très très bien le papou. C'est-à-dire que tout se passe comme si on ne voulait pas être réduit à ça. Parce que ce n'est pas des informations qui sont susceptibles de vous menacer. Alors c'est la crainte du Big Brother, mais le Big Brother, il n'est pas dans la connaissance et comment dire, du statut numérique d'un individu. Il n'est pas dans la connaissance de ce truc infinitésimal. Vous voyez ? Et si la question c'est de pouvoir suivre vos faits et gestes, il y a beaucoup plus efficace. Bon, alors. Si j'utilise ces éléments, c'est simplement pour vous montrer que le sujet d'imputabilité, ce qu'on va chercher à protéger, ce qui nous semble intime, peut changer, varier sans arrêt, au fur et à mesure que la société évolue. Ce que je vais essayer de vous amener à comprendre au fur et à mesure de ce cours, et c'est ce que nous propose complètement d'ailleurs Marcel Mauss, c'est que un mot comme je suis une personne, le mot personne, hein, ou le moi je, ce qu'on y place, ce sont des catégories sociales de l'entendement et que ces catégories évoluent. On va essayer de comprendre comment et pourquoi au fur et à mesure du cours. Il ne faudra pas que j'oublie de vous parler de la mort. Très important. Alors, Marcel Mauss commence de la façon suivante. Il va chercher dans des sociétés traditionnelles des cas de religion totémique dans lesquels la notion de personne, c'est-à-dire le sujet d'imputabilité, est accessible à tous, mais collectif. Il est accessible à tous, tout le monde est une personne, ce qu'on entendra plus tard par personne. Mais il est collectif. Alors il nous donne un exemple au Mexique, dans le pueblo de Zuni. Donc c'est une population amérindienne mexicaine. Et il nous donne un autre exemple dans une population amérindienne dont on a déjà parlé dans l'essai sur le don, chez les Kwakiutl. Alors, schématiquement, revenons aux unis, l'identité de la personne est définie collectivement par son appartenance d'abord à un clan, c'est-à-dire à un totem, mais ensuite à une partie du totem. Si on divise la classe en 3 rangs, on imagine que chaque rang a un clan, on n'a qu'à dire le cacatoès, l'élan et le corbeau. Bon. On divisera ensuite, mettons par groupe de 3 élèves, ici, là vous auriez les pieds de l'élan, le corps de l'élan, la tête de l'élan. Là on aurait, excusez-moi c'était là, on change, vous changez de... Vous laissez le cacatoès et vous prenez l'élan, le cacatoès est pour vous. Là, on a le bec du cacatoès, le corps du cacatoès, les pieds du cacatoès, et là, on a le haut du corbeau et le bas du corbeau. Bon, ça n'a rien de positif ou de négatif, ne vous inquiétez pas. Si vous préférez être le puma, ou le crocodile, voilà. Très bien. Alors, cette façon de nommer et d'identifier, et à mon sens à rapprocher
de faits dont on a déjà un petit peu parlé et qui sont exposés assez longuement dans Effet physique chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité. Mais non, c'est pas noté au tableau. Mettez sur l'idée de mort et puis allez chercher après. Donc, effet physique chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité. C'est l'essai qui précède dans sociologie et anthropologie. Alors, c'est un essai sur la psychosomatique. C'est un essai sur le fait qu'on vient de découvrir assez récemment que, dans un certain nombre de sociétés traditionnelles, lorsque une autorité, par exemple le chaman ou des personnes âgées, disent à quelqu'un « tu as mangé du totem à une date malvenue, tu vas mourir », la personne qui est pourtant en très bonne santé, c'est d'ailleurs assez comique comment Mauss insiste sur le fait que les Samoans ou les personnes des îles Tonga sont tellement beaux et en bonne santé et forts et dans un élan vital en quelque sorte, et on leur dit qu'ils vont mourir et ils meurent. Bon. Moi je rapprocherais ces faits-là des faits dont on a parlé la semaine précédente sur la punition qui peut toucher un ensemble de communautés de Kula. C'est-à-dire, en fait, on a des phénomènes de responsabilité collective. La personne est collective, le sujet d'imputabilité est collectif. Bien. Alors, par conséquent, dans une telle société, si vous avez un rêve, vous faites un rêve la nuit, c'est pas votre esprit à vous qui a produit l'apparition. C'est un ancêtre du clan qui est apparu et qui vous a parlé, et votre rêve ne vous appartient pas. Vous êtes à ce moment-là le porte-parole d'un règne des morts qui vient s'exprimer à l'intérieur du règne des vivants. Mais ça n'est pas vous. À aucun moment vous ne pourriez vous accorder à vous-même la puissance d'avoir fait venir un mort dans votre esprit. Vous avez été visité. Bien. Alors, voilà, pour moi, ce qui est important de retenir à cette étape-là du propos, c'est que dans des sociétés claniques, qu'est-ce qu'on observe ? C'est une personnalité, en quelque sorte, une personne collective. Alors, on retrouve ce type d'éléments dans un grand nombre de sociétés à différents niveaux. Vous savez par exemple que dans un grand nombre de sociétés, il existe un nombre restreint de prénoms. Et selon le prénom qu'on aura, on appartiendra à telle ou telle corporation. Amadou Ampateba, par exemple, décrit des systèmes similaires chez les Peuls, au Sénégal et au Mali. Votre prénom vous rattachera, par exemple, à la corporation des forgerons, et à travers ça, un panthéon de divinités à l'intérieur duquel le dieu de la forge, le dieu des forgerons, sera votre protecteur et votre allié. Ce qui induira pour vous un certain rapport aux éléments, un certain rapport aux choses. Vous entrez dans un règne d'alliance, et votre responsabilité ne concerne pas seulement vous, mais la totalité de cette alliance. Et si vous commettez un crime, alors la totalité de l'alliance pourrait être pourchassée, dans le cadre d'une vendetta, par une autre entité auquel vous aurez fait du mal et qui se sentira lésée. Je parlais de la vendetta, mais dans le système, dans la loi Franck, on a ce système-là, dans le cadre duquel le responsable d'un crime peut être pourchassé et puni à travers le meurtre, par exemple, de son frère. Parce que la responsabilité est collective, la personne est collective. Bon. Alors. Marcel Mauss passe ensuite très très rapidement sur l'Inde et la Chine. Il nous en dit deux mots. Sur l'Inde, il dit, dans l'Inde antique, on trouve déjà extrêmement tôt le concept de « je », de Aham, A-H-A-M, A-H-A-M,
qui se rapproche étymologiquement du latin ego. Et nous dit-il, dans la religion bouddhique, c'est une notion qui est extrêmement nuisible, néfaste, il s'agit de s'en débarrasser. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que on a très vite l'émergence dans les religions indiennes, et dans la culture indienne, l'émergence d'une notion de personne, de moi, mais elle est condamnée comme étant fiction, comme étant illusion. Et dans la culture chinoise antique, il semble évoquer le fait que la notion qui est à disposition, qui est le Ming, est en réalité une notion collective. D'après lui, en Chine, on reste sur cette définition collective de la personne. Bon, alors, il passe très rapidement là-dessus, et donc je ne vais pas m'attarder non plus, parce que ce n'est pas très détaillé et très illustré. Il en arrive à ce qu'il appelle la persona romaine. C'est-à-dire la naissance, la vraie naissance de la notion de personne à Rome. Alors il prend quelques précautions. D'abord, il nous dit l'étymologie habituelle de persona, c'est-à-dire personare, c'est-à-dire le masque qu'on portait, est fausse. Mais néanmoins, il ne faut pas distinguer totalement le sens masque de la notion de personne. Pourquoi ? Eh bien, nous dit-il, dans la Rome qui précède la République et qui précède l'Empire, dans ce moment où la cité est encore très proche des cités de l'héritage étrusque, n'ont accès au statut de personne qu'un petit nombre de représentants de familles nobles qui ont droit à porter le masque de leurs ancêtres dans des cérémonies religieuses, masque qui leur donne, statut qui leur donne des exemptions fiscales, des genres de pouvoirs magiques qui peuvent marcher sur les braises, c'est formidable, et ils ont le droit d'assister à tel ou tel moment de la cérémonie. Bref, au début de la Rome antique, la notion de personne, une personne, c'est un individu doté d'un statut. Il n'y a que certains individus qui accèdent au statut de personne. Alors, assez rapidement, c'est la totalité du Sénat qui accède à la notion de personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les sénateurs ont le droit, symboliquement, de porter le masque de leur ancêtre, c'est-à-dire de porter un nom, un prénom et un surnom. Le prénom, le praenomen, c'est le numéro, le nom, c'est le nom de la famille sacrée, enfin le nom sacré de la famille, pardon, et le cognomen, c'est-à-dire le surnom, c'est l'ancêtre, le nom de l'ancêtre auquel on se rattache. En d'autres termes, quand on vient au Sénat, on représente quelqu'un qui n'y est plus. En d'autres termes, dans la culture romaine antique, en réalité, le Sénat est toujours composé des mêmes personnes, représentées physiquement par le sénateur qui, lorsqu'il entre au Sénat, représente le masque, représente la statue qu'on gardera quelque part en famille, dans un coffre, bien caché, etc. Donc, encore à ce niveau-là, il est clair que j'ai un sujet d'imputabilité, mais il est encore collectif. C'est un sujet d'imputabilité accessible à l'individu, pas à tous, exclusif, et qui fait référence à un passé. Je prends la parole et je suis sujet d'imputabilité, mais en tant que représentant des ancêtres, des fondateurs de la cité. C'est assez génial comme idée d'ailleurs d'une assemblée qui est toujours la même. Parce qu'on prend systématiquement un masque avant de venir s'y exprimer. Si vous voulez, on pourrait dire que l'assemblée est composée d'un certain nombre de personnages ou de personnalités, mais de personnages, je pense que c'est plus clair, sachant que il ne s'agit pas de dire qu'il y a là de la fiction, mais au contraire que la cité ne connaît qu'un nombre limité de sujets d'imputabilité. Et ça va se clarifier assez vite. Pourquoi ? Plus tard, on a étendu le statut de personne à tous les Romains. Tous les Romains libres sont devenus des personnes, c'est-à-dire des sujets d'imputabilité. Et plus tard encore, on a dû
pour des raisons d'extension, attribuer en même temps que le statut de citoyen, le statut de personne à tous les habitants de l'Empire libres. Pas tous d'ailleurs, mais une grande partie, notamment en Gaule. Ce qui a fait que d'un coup, le citoyen gaulois, il a dû s'inventer un praenomen, un nomen et un cognomen. Mais pas se l'inventer complètement. Il a dû aller chercher son ancêtre dont il allait pouvoir tirer son surnom. L'exemple qui est donné par Marcel Mauss, c'est quelqu'un qui devient Allobrogicus. Parce que c'était un allobroge et que c'est une vieille tribu gauloise, et puis on doit leur donner un nom du côté de Lyon. Bon. Néanmoins, ça demeure, la personne demeure un individu doté d'un certain statut. Pourquoi ? Parce que servus non habet persona. Les serviteurs n'ont pas de personne. Vous comprenez ? Ils n'ont pas de représentants. Ils ne peuvent pas choisir leur nom. Ils ne s'appartiennent pas. Ils ne s'inscrivent pas dans une gens. Donc, ce statut juridique particulier, celui de la personne, ne s'applique pas aux esclaves. On a donc en quelque sorte une humanité à deux niveaux, les personnes et les objets humains. Vous savez par exemple que dans les héritages, les humains étaient légués au même titre que les esclaves, les chevaux, les moulins, les champs. C'était vraiment considéré comme du mobilier, de la valeur mobilière. Bien. Je pensais au fait qu'il pouvait être affranchi, qu'à ce moment-là, Absolument. la notion il passe de meuble à personne, je veux dire même dans cette... Attendez, parce que d'affranchi, il faut devenir citoyen, et une fois qu'on est citoyen, effectivement, on peut accéder à la personne. Mais toute la période de la République est marquée par des tentatives, justement, d'affranchis ou d'étrangers, de s'inventer un cognomen, de s'inventer un enracinement, de s'inventer en quelque sorte un droit à la parole et à la responsabilité tout court. Parce que c'est ni individuel ni collectif, c'est à la responsabilité personnelle, c'est-à-dire qui engage son enracinement dans Rome. C'est très particulier, vous voyez. En d'autres termes, être une personne, c'est être un individu humain, agréé à prendre la parole et à assumer les charges. Voilà. Agréé par son passé, par son enracinement. Bien. Alors, l'étape suivante, écoutez bien ce qu'on est en train de faire avec Marcel Mauss. On fait la généalogie d'une catégorie de pensée occidentale, locale, limitée dans le temps. Il y a eu des tas d'autres manières de penser moi ou de penser la personne dans d'autres pays, dans d'autres moments, etc. On fait une genèse de la façon dont vous, aujourd'hui, dites moi, je suis une personne. On interroge cette manière de penser, là. On a interrogé les gestes, avec les techniques du corps. On a interrogé, que vous allez voir en vidéo, Monde de Schniarf, si vous ne l'avez pas déjà fait. On a interrogé la genèse sociale de l'échange. Là, on a interrogé avec Durkheim et les formes élémentaires de la vie religieuse certaines catégories de l'entendement humain. Là, on est en train d'interroger sur comment est-ce que notre compréhension de notre vie psychique s'est construite. Ce qui veut dire aussi comment elle pourra bouger, comment elle pourra évoluer. Il n'y a pas d'essence de la perception de soi. C'est ça qui est intéressant. Bien. Alors, j'ai plus d'eau. Zut. L'étape suivante, dans cette généalogie, dans cette archéologie, c'est la personne chrétienne. Qu'est-ce qui se passe ? Très bien. La personne chrétienne, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, elle marque une rupture très forte. On ne peut plus dire qu'une personne, c'est un individu doté d'un statut. Une personne, c'est tout être humain.
en tant qu'il est doté d'une âme. Voilà. Pourquoi ? Parce que face à Dieu, ou en Jésus, selon la formule on est tous un en Jésus que reprend Marcel Mauss dans son texte, tout individu est imputable de ses actions, est responsable de ses actions, c'est un sujet d'imputabilité. Tout individu est responsable devant la divinité et en quelque sorte à égalité avec les autres membres de la société. Simplement, il reste encore quelques grosses étapes à passer avant d'en arriver à notre perception du moi et conception de la notion de personne. Lorsque les théologiens ont cessé de s'engueuler sur l'unicité de l'âme, l'unicité de Dieu, etc., on est parvenu à un consensus que nous donne Marcel Mauss et qui est le suivant. Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? C'est une substance rationnelle indivisible. Substantia rationalis individua. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne ? C'est une chose rationnelle, indivisible. C'est-à-dire chaque individu en a un. On ne peut pas la couper en deux. Si on a deux personnes, on peut dire qu'il y a deux, mais sinon non. Et pourquoi rationnel ? Pourquoi est-ce qu'il est important que la notion de personne, ce soit ce qui, en l'être humain, pense, intellectualise, conceptualise, pense, tout simplement. Pourquoi ? Ce qui est différencié des autres. Moi, je prends par exemple des livres. Pas du tout. Pourquoi est-il important que l'âme, ce soit essentiellement le sujet pensant ? Ouais ? A une idée puis elle est partie ? Ça arrive. Ben, c'est très simple, en fait, on a un problème, c'est que jusque... Oui ? Parce que, tout simplement, elle sait qu'elle existe. Bien. Le cogito ergo sum, si vous voulez, c'est très intéressant, parce que je pense donc je suis, c'est vraiment une illustration parfaite de ça. C'est le je suis, moi, ce qui est conscient à l'intérieur de mon activité psychique, de ma vie mentale, de ma vie psychique. C'est ça, c'est je suis, je pense, je suis. Je suis, en fait, parce que je pense, qui est la preuve de cette existence suffisante. Parce que Spinoza, comme Descartes plus tard, croient encore en un truc, ou en tout cas sont obligés de le démontrer. C'est l'immortalité de l'âme. Or, l'immortalité de l'âme reste basée sur quelque chose de très occidental, qui n'a été présent d'ailleurs en Occident que depuis Platon, qui est la séparation de l'âme et du corps. Or donc, je dois exclure de l'âme, et donc de la personne qui va témoigner devant le tribunal divin, tout ce qui est en relation au corps. Vous me suivez ? Pourquoi ? Parce que le corps reste et l'âme s'envole. Donc l'âme, c'est ce qui survit sans le corps. Donc c'est par exemple l'individu pensant et pas l'individu percevant, ou l'individu ému, c'est l'individu pensant. Ce qui demeure responsable, c'est strictement l'individu pensant. Et donc, moi, ma personne, mon sujet d'imputabilité, c'est ma pensée. À l'exclusion, ce qui va venir plus tard, de tout le reste, c'est-à-dire la perception, l'émotion, etc., etc. Bon. Le texte de Mauss file vite et nous dit, voilà, dans le fond, même si c'est aussi une naissance dans certaines congrégations religieuses, le premier a formulé clairement
conception moderne du moi, c'est Emmanuel Kant, qui nous dit, dans le fond, toute la vie psychique se rapporte à une entité, et cette entité, c'est le moi. Das Ich, le moi. Donc perception, émotion, conception, pensée, tout se rapporte au moi. Cependant, à l'époque de Kant, on n'en est encore qu'à une question. C'est-à-dire, est-ce que tout cela ne se rapporte pas à la catégorie « moi » ? On commence à penser vraiment l'unité individuelle et alors maintenant, on va quitter un peu cette question d'imputabilité. On a l'imputabilité juridique qui n'est pas seulement pour quelques-uns mais pour tout le monde et maintenant qui recouvre la totalité de l'expérience psychique. Bon, c'est énervant, hein ? Ouais. Heureusement, à Tolbiac, pardon, on apprend tout à la Sorbonne. Sauf à prédire l'avenir, je vous avais prédit que si la jeune fille qui est accusée d'avoir écrit qu'elle se réjouissait de la mort des policiers était arrêtée, alors il y aurait des grèves à Tolbiac et de mouvements solidaires avec cette jeune fille, je n'en vois pas pour l'instant. Peut-être parce qu'elle n'a pas encore été menacée d'une peine. Elle a été arrêtée récemment. Et voilà. Bon, cela dit, c'est assez marrant de penser comme ça avec Marcel Mauss que notre conception du moi a quelque chose comme 150 ans. Kant écrit à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, c'est vraiment le premier à rassembler la totalité de la vie psychique consciente sous le concept de moi. Par moi, j'entendrai maintenant la totalité de ce qui se passe là, en considérant que cela m'appartient, que j'en suis la source et le responsable. Quand bien même j'aurais été influencé par des éléments de ma vie sensorielle, de mon expérience sociale, etc., ce sera toujours moi qui est à l'origine de la synthèse que je suis capable d'observer dans mes rêves. Je vous ferai observer que parfois, c'est un petit peu, même si c'est plutôt une question qui relève de la psychologie, mais parfois c'est un peu abyssal comme questionnement. Ça vous est jamais arrivé de penser une chose et son contraire ? Ou de ressentir des choses dont vous auriez honte parce que par ailleurs vous pensez que ça, il faut pas penser comme ça. Ça vous est jamais arrivé ? Ah si, non. Et alors qui c'est vous ? Est-ce que c'est celui qui pense il faut penser comme ça, ou est-ce que c'est celui qui pense qu'il faut pas penser comme ça ? Le petit ange et le petit diable. Alors, on peut penser ça comme ça, on peut penser ça sur le modèle freudien avec le réservoir des pulsions et au contraire toutes les normes sociales qui sont incorporées dans le surmoi. On peut aussi penser ça d'autres façons. Il arrive par exemple d'avoir de soi-même envie de quelque chose et pas envie de quelque chose. Envie de tuer quelqu'un et puis pas envie de le tuer, par exemple. Je disais tout à l'heure à vos collègues que j'avais été moi-même récemment avec un camarade sur un terrain de recherche où il avait été confronté à des gens immigrés exprimant des propos racistes et leur solidarité juste après. Alors, là la question se pose pour le sujet qui regarde. Qui ai-je en face de moi ? Est-ce que j'ai une personne raciste ou pas ? Mais alors, on pourrait se placer maintenant dans la tête de cette personne-là, avant qu'elle ne s'exprime. Quelqu'un qui pense à la fois
il faudrait tous les noyer avant qu'ils viennent en France, et mais bien sûr que je vais les aider, on laisse pas quelqu'un, un pauvre Jean, juste à côté de chez moi, voyons, enfin, ça va pas ou quoi? Hein? C'est une petite réflexion. Bah oui, mais vous l'avez fait à haute voix. Faites à haute voix, pardon. Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu espèce de sarkozyste. Oui, non, je me disais que c'était un petit peu Sarkozy. Ah, un petit peu Sarkozy? Oui, un jeu politique, méchant. Ah, Oui, il fait scandale sur le bikini, puis ensuite il dit oui, on va laisser les femmes s'habiller comme. oui, 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 oui. Alors, c'est un peu je compatis, mais je peux pas t'aider. alors on touche à deux choses différentes. On touche à deux choses différentes. Mais intéressantes. D'abord, vous n'imaginez pas la capacité de synthèse qu'a un esprit humain pour restaurer le moi. Déjà. Mais cela dit, pour installer ce genre de problème de conscience, il faut déjà imaginer qu'on se sente concerné individuellement chacun par ce genre de problématique de conscience. Et donc seulement dans certaines sociétés, à certains moments, qu'on est capable de se les poser. Alors ensuite, Sarkozy, il dit quelque chose de très simple. Et ça se joue à deux niveaux. C'est vraiment du blabla, du blabla de Sciences Po Arts. Nous ne pouvons pas ne pas réguler les flux migratoires. Voilà. C'est un problème économique. Nous ne pouvons pas ne pas réguler les flux migratoires. C'est une question de responsabilité, et là c'est l'homme d'État qui parle, c'est-à-dire l'homme qui revendique une compétence exclusive que vous n'avez pas. Et si vous n'avez pas compris, il dira « Ah zut, j'ai commis une erreur », il dira pas « J'ai tort », parce que vous êtes le souverain et moi je suis l'exécutant du souverain, le souverain étant vous, le peuple. Il dira « Je n'ai pas fait assez de pédagogie ». Reprenons. Nous ne pouvons pas ne pas réguler les flux migratoires. Parce que sinon, il y a des bombes migratoires qui vont exploser et ça n'ira pas. Bon. Vous savez, c'est ce genre de petits refrains qui, à force d'être répandus dans l'espace public, deviennent des évidences et des faits. Ça, c'est profondément des faits sociaux, d'ailleurs. J'entendais un soi-disant expert qu'on aurait pu interviewer sur n'importe quel sujet, auquel il aurait donné exactement les mêmes réponses, et ça aurait eu la même valeur de credo. Bon, là, il parlait en l'occurrence d'Air France qui crée une nouvelle compagnie. Et le propos était de dire, oui, de toute façon, quelles que soient les grandes options, les grandes compagnies, vous savez, c'est la loi de l'offre et de la demande, et c'est bien la demande qui crée sa règle et qui crée, bref, politique de la demande, n'est-ce pas? Il faut faire du low cost partout, il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne peut pas résister à la mondialisation. Alors, si vous voulez... Là, ce qui est important, c'est que le mot expert vient tamponner une parole absolument banale que n'importe quel journaliste maintenant de culture libérale de fait aurait pu dire. Mais cette espèce de sommation à l'évidence, en fait, a plutôt à voir avec le religieux qu'avec les faits. Si on prend très spécifiquement, par exemple, le développement de l'aérien en France, c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est l'offre qui a essayé de forcer une demande. L'État a créé des aéroports partout, souvent à perte, et aujourd'hui c'est des éléphants blancs. On a créé France Inter, non, Air France, non, comment ça s'appelait Air Inter. Air Inter, avant. Ah oui, avant. Pour faire la promotion, mais c'était vraiment, on voulait absolument que la France soit un territoire ouvert à l'aérien, et c'était vraiment une offre qui forçait la... Bon ben voilà, là de la même manière, vous avez du sarkozysme, cet élément que vous trouvez partout de Valls à Le Pen, là, consistant à dire nous avons le diagnostic suivant, il est impossible de ne pas prendre en charge les flux migratoires, par conséquent, il faut expulser. Et en fait, notre politique d'hospitalité est calquée sur les besoins de notre système économique. Voilà. C'est-à-dire que pour que notre système économique soit performant et assure un certain niveau de croissance, des bénéfices et des profits et une large capacité de redistribution de ces richesses à un petit nombre de personnes possédantes, alors nous devons maîtriser l'immigration. En faire venir quand on manque de main-d'œuvre, et pour éviter par exemple une inflation parce qu'il y aurait un chômage trop faible. On a fait venir dans la deuxième moitié du XXe siècle massivement des travailleurs de partout, mais aussi on a construit le marché commun par ailleurs, c'était pas par hasard, et l'espace Schengen non plus, peu importe.
Et puis des fois on ferme, parce que ça, là non. Voilà. Donc c'est vraiment, on a complètement fait basculer dans le sens commun l'idée que la régulation économique de l'hospitalité était naturelle, et encore je dis économique, mais dans le cadre d'une économie libérale de marché, dans le cadre duquel l'État peut manœuvrer à loisir la variable main-d'œuvre immigrée pas chère. L'Allemagne est allée encore plus loin là-dedans en disant mais dans le fond on va créer de l'immigration mobile, c'est-à-dire des Kosovars qu'on fait venir pour 10 ans puis qu'on renvoie. Et puis ensuite, alors là, ils prévoyaient de recruter massivement des Indiens, mais peut-être qu'avec la venue des Syriens, ils vont devoir... C'est vraiment cette idée-là. Prendre quand on a besoin, renvoyer, prendre, renvoyer, prendre, renvoyer en fonction des besoins de l'économie de marché. Les travailleurs, c'est un terme, ça. Non, non. Vous confondez avec une disposition particulière du droit européen du travail qui permet de faire réaliser un chantier par des citoyens, par des travailleurs étrangers, aux conditions sociales du pays d'envoi. Ah, oui. Voilà, donc ça c'est autre chose. Et c'est des missions en quelque sorte. Les travailleurs détachés sont là pour des missions. Quoique, on reste vraiment dans la même logique. Et alors ensuite, excusez-moi, il y a la figure du bon pater de droite, c'est-à-dire catholique, c'est-à-dire charitable, qui doit néanmoins dire qu'évidemment, il a beaucoup aimé que ses ancêtres soient accueillis, et lui-même, évidemment, les pauvres gens, évidemment, il faut bien les comprendre. Mais la charité a ceci de particulier et de différent de la solidarité, qu'elle distingue l'être bon et charitable, et l'être pauvre et nécessiteux. Là où la solidarité dit, ben non, on est ensemble. Vous voyez ? Donc c'est une posture un petit peu particulière, et évidemment, ça va avec cette espèce de trompette sonnante de nos ancêtres, les Gaulois. C'est marrant, mais du temps d'Henri Salvador, on en rigolait. On a l'impression de se prendre ça dans la face comme quelque chose de terrible, mais ça a fait rire des générations de Français. Écoutez Henri Salvador qui dit « Nos ancêtres, les Gaulois ». Faut écouter ça. Enfin, bref, peu importe. Dans la chanson splendide qui dit « Il faut rigoler ». D'ailleurs, il faut rigoler. La vie étant ce qu'elle est, revenons à nos moutons. Alors. Mauss nous laisse un petit peu en race campagne. Après avoir vu cette émergence du moi avec Kant, en évoquant brièvement ce que la psychologie a pu apporter à cette conception du moi comme personne morale, personne sensible, etc. etc. Il serait intéressant... Combien de temps nous reste-t-il ? C'est bien, il nous reste un quart d'heure. D'observer, aussi bien sur la notion de personne que sur la notion de moi, quelques situations dans lesquelles aujourd'hui, nos définitions sont peut-être un peu en tremblement, un peu en crise. Voilà. Alors, tiens, il y aurait par exemple la vie après la mort qui serait assez intéressante à expérimenter parce que les gens en France aujourd'hui, je crois, ont statistiquement des relations assez confuses avec ces croyances-là. Mais on ne va pas passer par là parce que je n'ai pas les connaissances statistiques qui me permettraient d'appuyer mes propos. On va donc plutôt reparler un petit peu d'inconscient. Totem et Tabou, je crois, est publié en 1912. Par conséquent, Marcel Mauss aurait pu en parler. Ça n'est pas le cas. Néanmoins, on pourrait réfléchir aujourd'hui, il me semble, à la façon dont nous avons incorporé la notion d'inconscient freudienne à notre perception du moi, de ce que c'est que la vie psychique consciente. On utilise assez banalement aujourd'hui la formule y a mon inconscient qui m'a empêché de faire je sais pas quoi, inconsciemment j'ai fait ça, ça vous fait sourire? Vous faites des trucs inconsciemment? À quelle occasion? Hein? L'habitude, j'ai pas d'exemple, mais ça arrive régulièrement, je me dis, j'ai fait ça inconsciemment. On parle des réflexes, faire quelque chose inconsciemment, l'expression, faire quelque chose inconsciemment. En règle générale, c'est plutôt par rapport à des réflexes, relever ses lunettes, sucer son stylo.
Ah ouais. C'est inconscient, on s'en rappelle même pas, on s'en rend pas compte. Oui. Alors moi j'ai plutôt l'impression qu'on utilise la formule, à vrai dire, quand on a une méfiance par rapport à quelque chose, ou quand on ne sait pas très bien pourquoi, ou quand on s'est comporté de telle manière, ou quand on a fait un lapsus, ou des choses comme ça. Et en réalité, on impose au concept freudien une vraie torsion, en imaginant que l'inconscient c'est quelque chose de personnel, que c'est un phénomène qui est plutôt individuel, non inconscient. Même à la rigueur dans ce que vous dites, c'est-à-dire la fonction réflexe, c'est vraiment une fonction purement individuelle qui a amené à faire ça. Ou alors simplement vous parlez d'absence de conscience. Et là c'est encore autre chose. L'absence de conscience, effectivement, c'est faire quelque chose sans du tout s'en apercevoir, et puis voilà. Alors, quand Freud utilise la notion d'inconscient, il l'utilise en fait pas du tout de manière individuelle. L'inconscient, c'est ce qu'il y a entre vous et moi. Entre vous et vous, même entre moi et moi des fois. L'inconscient, c'est la façon dont nous sommes travaillés par le collectif sans nous en apercevoir. C'est tout ce qui se joue, mais qui se négocie ailleurs, même si c'est en nous. Et je dis même si c'est en nous, pourquoi ? Parce que nous sommes tellement des bestioles sociales que nous ne sommes pas capables de nous défaire des tensions symboliques qui existent à l'extérieur lorsqu'il s'agit de régler notre propre comportement. Alors, moi je trouve ça assez amusant de voir comment, en quelque sorte, on a fermé la porte à toute cette analyse de la façon dont Mauss ou Freud étaient porteurs, ou Castoriadis, à toute cette façon dont nous sommes travaillés par le collectif, à 99,9% constitués par du collectif, et avec le dernier tout petit des déciles, là, le 0,1%, qui est un facteur de bordel, et qui fait qu'en chacun ça se passe différemment, et qu'aucune fréquentation n'est prévisible et maîtrisable. Voilà. Ça, c'est une pensée qui est très intéressante, parce qu'effectivement, nous sommes des êtres complètement sociaux de la façon dont nous faisons nos besoins aux toilettes, à la manière dont nous parlons, dont nous pensons nous-mêmes, dont nous pensons notre intégrité physique et psychique, dont nous nous mettons en scène sur les réseaux sociaux, comme on en parlait tout à l'heure, dont on a l'impression d'avoir des réflexes, mais on n'a pas de réflexes. Citez-moi un réflexe que vous pouvez avoir, un geste non appris, non acquis, et non social. Non appris, non acquis. Ouais. Et non social. Mais est-ce que vous vous grattez la tête comme ça ? Ah non. Non. Je sais pas. Ben ça, c'est bien appris socialement. Ouais, c'est vrai. Et attrapez ça. Je sais pas. Voilà. Là, vous avez un réflexe. C'est pas le fait d'attraper. C'est vos yeux. Vos yeux ont fait le net sur deux objets à des distances différentes. Ça, c'est un réflexe. Vous me renvoyez mon stylo. Ça pas joué. Auberge du jeu de paume. Absolument, un Chantilly. Hop. Voilà mes week-ends mis au grand jour. Zut. On est dans le social. Alors ça, vous imaginez pas. Et alors au parc, ils font une Chantilly que c'est une merveille. Mais la vraie crème de Chantilly, elle est très 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 bonne. Et alors figurez-vous que à l'auberge du jeu de paume, à l'accueil en bas, il y a 3 recueils d'Armand Gatti. Vraiment, je comprends pas du tout. Un auteur anarchiste notoire. 3 recueils d'Armand Gatti. Ah, oui. j'ai entendu qu'il y a d'Armoire à Gardy. D'Armoire à Gardy. Alors il faut vous... Mais je vous prête pas mon stylo pour ça. Or donc, revenons à nos moutons. Voilà, ce qui me paraît intéressant d'apercevoir, c'est à quel point progressivement on s'est complètement débarrassé de cette pensée de la façon dont le collectif nous construit, pour finalement dire, ben non, quand on s'est approprié l'inconscient, on l'a individualisé, on l'a personnalisé, on l'a inclus comme une espèce de, de dysfonctionnement systémique en chacun de la conscience. Comme s'il y avait en chacun, dans le logiciel, un peu comme dans Matrix, en chacun un petit truc qui dysfonctionne. Pas du tout. L'inconscient, c'est au contraire ce qui flotte entre nous, ce qui nous pénètre en permanence, ce qui nous modifie.
Bon, bref. Et c'est assez marrant de la façon dont nous l'avons rassemblé. Pour terminer dans les temps impartis, comment on fait? Moi, j'ai deux choses à vous proposer. Soit la carte d'identité, soit les toilettes. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, bah la carte d'identité, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ou alors les deux, on verra si je peux rentrer. Qu'est-ce qui est marqué sur une carte d'identité? Vous en avez pas? Si, nom, prénom. Nom, prénom, taille. Bah finalement, ce que vous avez parlé tout à l'heure. Avec Oui. L'adresse, le prénom, il n'y a pas de numéro de téléphone. Lieu de naissance. Lieu de naissance. Et donc, hein? Ouais, couleur des yeux, taille. Ouais. C'est pas la couleur de peau. Non. Ouais, j'ai oublié la photo. Et puis, de plus en plus, il y a des revendications pour que les critères d'identification sexuelle soient beaucoup plus ouverts, pour éviter que par des modes de classification, parce que l'État veut vous identifier et donc vous avoir à sa main en quelque sorte, sous un format qui lui convienne, il vous impose une identité sexuelle. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est à quel point la demande est modeste et en un sens négligente. Comme si on pouvait réduire votre identification, votre identité, à ces simples critères-là, qui sont finalement des critères physiques et administratifs. C'est-à-dire couleur des yeux, taille, lieu de naissance, lieu d'habitation aujourd'hui, point. Comme si ça avait un quelconque rapport avec votre personne. Comme si en fait, s'était créé progressivement un gouffre entre ce qu'englobe aujourd'hui la notion de moi et ce qu'englobe la notion de personne. La notion de personne, c'est une imputabilité juridique. Il faut donc s'assurer que ce soit bien vous, physiquement, et point, à qui on impute quelque chose ou qu'on puisse reconnaître dans une administration. Et ça ne recouvre plus du tout ce que, en un sens, le moi peut recouvrir, d'expérience, de personnalité, de sensibilité, de façon de se distinguer, de lieu d'appartenance, de pratiques religieuses, etc., etc., etc. Donc je trouve ce point intéressant de voir comment les deux processus qui ont cru, en quelque sorte, ensemble, la naissance de la notion de personne qui a fini par aboutir à la naissance du moi, dans nos concepts, dans nos façons de penser, comme catégorie sociale de l'entendement, finalement, on a abouti à quelque chose comme une séparation. Il serait aussi intéressant, d'ailleurs, de réfléchir au développement des avatars. J'aime pas quand... Ah oui, non, d'accord, ça c'est les cigarettes qui se roulent, indiquant la fin du cours imminente. Oui, non, mais vous avez déjà tiré sur vos Philippe Maurice... il y a bien longtemps. Vous devriez tous vous mettre à la cigarette électronique pendant les cours. Ça, au moins, ça permet de ne pas penser à la clope de la fin. Bon, enfin, pour mettre une note de gaieté à cette fin de cours, on va faire une expérience mentale. Imaginez que vous partiez sur une île, ou un autre pays, sur une autre planète d'ailleurs, on va changer de l'île. Oui, il y a de petits clapotis de l'eau et tout ça, vous pouvez vous reposer sous les palmiers. Oh. Non, une île moche, sans arbres, avec des grosses vagues, où il fait froid, il n'y a que des moutons. Voilà. Vous partez au Kerguelen. Tiens. Et alors, dans ces... Hein? Eh ben, mais il n'a pas à rentrer, mon cours n'est pas fini, enfin. Oui, bah c'est pris. Non, mais je suis terrible. Hein? Non, ça serait le bon système. Mais il n'y a pas de directeur ici. Le président. Il n'y a pas de président. Non. C'est une fiction, c'est un mythe. La Sorbonne est une communauté d'étudiants et d'enseignants. Le reste, c'est du blabla qui nous casse les portes et nous met des fenêtres complètement inutiles. Mais il n'y a pas de président de la Sorbonne. Des fois, ils font aussi des secrétariats où des dames et des messieurs extrêmement sympathiques et valeureux essayent de se dépêtrer du fatras de stupidité
activités administratives qu'on leur met dans les mains. Mais c'est comment dire, des administrations inutiles. Français dans ça. Non, les secrétaires, elles sont vachement bien. J'ai beaucoup d'affection pour eux et elles. Enfin, pour eux d'ailleurs, puisque le masculin n'est pas. Tralala. Je voulais conclure ce petit parcours sur Mauss par cette expérience mentale sur ce dont vous auriez besoin de vous débarrasser pour ne plus appartenir socialement à l'endroit d'où vous venez. Comment retrouver en quelque sorte le bon sauvage qui est en vous. Alors qu'est-ce qu'il faudrait retirer? J'ai pas le temps de vous laisser faire les choses, je vais vous dire moi-même les choses. Alors il faudrait déjà désapprendre vos goûts et vos dégoûts. Ne plus être rebuté par rien qui vous dégoûtait avant et être dégoûté par de nouvelles choses de façon spontanée. Par exemple, vous vous mettriez à manger des mollusques crus parce qu'il est abondant et en même temps, remarquez qu'on en mange des mollusques crus, nous, ça, les huîtres par exemple. À manger de l'herbe, tiens, tenez. Bon, donc voilà. D'abord les goûts, les dégoûts. Alors ensuite, les façons de se vêtir, mais ça peut aller vite parce que les vêtements s'abîment, etc., etc. Bon, les façons de travailler. On ne travaille pas de la même manière dans les différents pays, on n'a pas les mêmes rapports de solidarité. Il faudrait changer, ou laisser tomber au moins, votre façon de concevoir votre moi, votre intégrité physique et psychique, votre intimité. Il faudrait modifier jusqu'à vos moindres réflexes socialement acquis, c'est-à-dire par réflexe, jusqu'à vos intuitions probablement, jusqu'à vos moindres habitudes corporelles, le sommeil, la digestion. Et c'est là-dessus que je voulais terminer. Dans la vidéo sur les techniques du corps, il y a un petit passage sur les toilettes et la salle de bain, dans lesquels je raconte l'effarement que j'avais eu de voir des toilettes occidentales, contemporaines, etc., utilisées dans un pays où on ne savait pas s'en servir. Voilà. Et alors c'était terrible, c'était sur un bateau aux Philippines. Et le bateau, n'est-ce pas, tangue, et les gens ne s'asseyaient pas dessus. Ils s'accroupissaient. Ce qui évidemment maculait la totalité des toilettes d'excréments. Bon. Et pourquoi s'accroupissaient-ils les bougres? C'est pourtant bien naturel de s'asseoir sur des toilettes. Alors pourquoi s'accroupissaient-ils les bougres? Parce qu'il y avait des poils de chat. Parce que quoi? Il y avait des poils de chat? Non, il y avait des poils de chat. Non! C'était des toilettes à la turque. Non, non plus, non. Et en fait, tout cela est vrai, ils n'avaient pas les mêmes habitudes, ils avaient peut-être utilisé des toilettes à la turque ou même plus simplement deux planches ailleurs. Mais la raison est pour moi plus marquante que ça. C'est un des rares trucs, un peu comme le coup du clin d'œil, physiologiquement fait pour faire nos besoins, n'est-ce pas, pour chier quoi, accroupis. Et pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, chier assis fait mal. C'est aussi simple que ça. Ça fait mal parce qu'il faut pousser. Alors que accroupi, on n'en a pas besoin. Et oui, c'est donc en fait, et ça, essayez de vous mettre ça en tête, quand vous faites un geste aussi simple que ça, c'est déjà contre nature, c'est déjà socialement appris, et c'est déjà très récent. C'est très récent, Louis XIV, enfin, bref. On va s'arrêter là. Bah oui, d'ailleurs, on va s'arrêter.